Les Jeux Olympiques d'Athènes avec il y a tout juste quelques instants une nouvelle médaille pour la France dans l'épreuve d'épée messieurs par équipe, une médaille d'or qui tombe dans l'escarcelle de la France. Sur la piste d'un tueur en série après le meurtre d'une jeune étudiante française à Londres jeudi soir alors qu'elle traversait un parc, le mode opératoire ressemble à d'autres agressions mortelles. Avec 10 jours d'avance, la rentrée scolaire à partir de demain lundi pour les élèves et les instituteurs qui pratiquent la semaine de 4 jours. Ce système concerne un quart des écoles primaires en France. En cette fin de vacances, c'est l'heure des bilans, un tourisme en demi-teinte cette année. L'INSEE annonce déjà un mois de juillet morose avec une sévère baisse de fréquentation dans les hôtels en juillet. Et puis du cinéma, Yvan Attal dirige Charlotte Gainsbourg pour la deuxième fois dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, un film sur les couples d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche est d'abord sportive. À Athènes, la France était assurée d'une médaille dans l'épreuve d'épée messieurs par équipe. Nous y reviendrons dans quelques instants. La France, je vous le disais en titre, a emporté la médaille d'or. Puis ce matin, une autre médaille. Celle-ci nous vient de l'Aviron. Elle est en argent. Après l'or du couple Hardy et Vieilledent, un autre tandem a décroché la deuxième place. Les rameurs Pascal Touron et Frédéric Dufour. Aaron Tanzit. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. En 2 couple, catégorie poids léger, Pascal Touron et Frédéric Dufour étaient venus chercher un titre olympique. Ils l'ont raté. Au terme des 2000 mètres de course, les Français chercheurs d'or n'échouent qu'à une demi-seconde du sacre. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir manqué d'encouragement. Kucharski et Six conservent leur titre de champion olympique. La victoire est polonaise, l'amertume française. Petit sentiment de déception parce que je pense que les Polonais étaient à notre portée. Aujourd'hui, ils ont été les meilleurs, ils ont fait la meilleure course. Il n'y a rien à dire sur leur victoire. Si aujourd'hui on les bat pas, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Et pourtant, Pascal Touron n'aura pas ménagé ses efforts. Technicien à la centrale nucléaire de Gravelines, il partage son temps entre vie professionnelle et entraînement. De quoi susciter l'admiration chez ses collègues. C'est quelqu'un qui fait du sport en haut niveau, c'est intéressant. Quelque part, on est un peu fiers du gars. Une fierté durement gagnée. Après le boulot, le gars s'entraîne encore. Et pour cause, chaque coup dans l'eau, c'est 35 kilos à déplacer. Une course, c'est 8 tonnes. Pascal Touron, associé à Frédéric Dufour, médaillé à Athènes. 4 ans d'efforts pour en arriver là. Le prix a ramé pour se couvrir d'argent. L'événement de ce soir, il y a donc quelques instants, la médaille d'or dans l'épreuve d'épée messieurs par équipe. Face à la Hongrie, les escrimeurs français ont fait mouche en remportant donc la médaille d'or. Julien Beaumont. L'union fait la force. Individuellement, les membres de l'équipe de France d'épée avaient raté leurs Jeux Olympiques. Ils viennent de prouver que c'était juste un faux pas. En finale, face à la Hongrie, ils s'imposent 43-32, 9 touches d'avance. Mention spéciale pour Hugo Bry. À 31 ans, l'épéiste d'Anguin-les-Bains quitte l'escrime en beauté. Durant cette finale, il aura apporté des points précieux à la France comme ici. Une carrière émaillée de plusieurs titres, champion d'Europe, champion du monde. Il ne manquait à son palmarès qu'un titre olympique. C'est chose faite. D'autant que la Hongrie est une des nations phares de l'escrime mondiale. Les Hongrois n'ont pas remporté de titre olympique dans la discipline depuis 1972. Cette finale avait beaucoup d'importance pour eux, d'où une certaine agressivité. Mais les Français ne se sont jamais déconcentrés. Une victoire importante, ils font mieux qu'à Sydney. En Australie, ils avaient remporté l'argent avec cette médaille d'or. Ils bouclent les Jeux Olympiques de la plus belle manière. Une victoire signée Boisse, Aubry, Janet. Et nous retrouverons les escrimeurs en direct dans ce journal un peu plus tard. Si l'on fait les comptes, à une semaine de la clôture des Jeux Olympiques ce soir, la France comptabilise 22 médailles, dont 8 en or. Dans le sud de la France, pour ce dimanche de retour de vacances, plusieurs milliers de passagers prennent leur mal en patience après l'arrachage d'une caténaire près de Draguignan. La circulation des trains grandes lignes est sérieusement perturbée entre Nice et Marseille. Le trafic a été totalement arrêté puis a repris progressivement. Actuellement, les trains circulent dans les deux sens à nouveau. Olivier Théron, Frédéric Cerulli. Pour un dernier jour de vacances, c'est pas de chance. 30 trains bloqués entre Nice et Marseille et ce sont près de 15 000 passagers qui vont avoir du retard.
En gare de Nice, même si ce n'est pas la panique, l'attente dans la chaleur et l'incertitude n'est pas vraiment appréciée. On est là depuis 11 h du matin, oui. Donc on avait un train prévu à 14 h et maintenant il est 16 h 10, on attend toujours. Demain matin, théoriquement, je bosse. Donc là, j'avais le train de Nice à Lyon, en fait, et j'avais une correspondance de Lyon à Besançon. Le problème, c'est que là, vu que c'est en retard, je suis pas sûr de récupérer la correspondance à Lyon. Donc pour moi, je peux vous l'échanger pour demain, pour un billet gratuit pour demain. Aucun train n'a été annulé, mais face à des retards qui peuvent atteindre 5 heures, de nombreux passagers préfèrent différer leur retour. La SNCF doit faire face à 3 ruptures de caténaires, presque simultanées, à Monaco, Menton et les Arcs. La caténaire, c'est ce fil de cuivre dans lequel passe un courant de 25 000 volts qui permet d'alimenter la motrice. Pendant que des équipes techniques réparent la ligne, la SNCF assure faire le maximum pour s'occuper des passagers bloqués dans les rames. Nous avons pris des dispositions classiques mais importantes à ce niveau. 4000 plateaux repas distribués, des boissons, également des mesures vis-à-vis de personnes qui nécessitaient des soins. Le trafic sera complètement rétabli dans la soirée. Déjà, une ligne ferroviaire fonctionne. Les vacances vont donc devoir malheureusement s'achever. En Corse, le vent est désormais tombé. L'heure est au bilan sur le front des incendies. Près de 1600 hectares ont été réduits en cendres. Les différents foyers sont sous contrôle. Ces nombreux départs de feu seraient d'origine criminelle. La condamnation est unanime après l'incendie d'un centre social juif la nuit dernière à Paris. Des inscriptions antisémites et des croix nazies ont été retrouvées sur les lieux. L'intervention très rapide des pompiers a évité que les flammes ne gagnent les étages. Il n'y a donc pas de victimes. Le président de la République, comme le Premier ministre, réclame une extrême sévérité contre les auteurs de ces actes insupportables qui inquiètent chaque jour davantage la communauté juive. Caroline Gauthier, Mathieu Birden. Les tables de la loi, l'étoile de David gravées sur le porche ont disparu dans les flammes. Dans ce centre social juif, il ne reste que des murs calcinés, couverts d'injures racistes à l'orthographe approximative comme celle-ci. Sans les juifs, le monde est plus heureux. Des insultes sans équivoque. Il faut absolument stigmatiser pour éradiquer vraiment toute sorte de forme d'antisémitisme tel qu'il se présente. Et qu'on ne nous dise pas, écoutez, nous faisons ce que nous pouvons et puis voilà, les choses continuent et continuent et continuent. Cette ancienne synagogue accueillait chaque jour des personnes âgées. Les fidèles les plus démunis pouvaient s'y restaurer. Un local associatif discret. C'est une association qui est là depuis 60 ans. Et on ne faisait pas de bruit, on ne faisait rien du tout. C'est vraiment... On ne nous laisse pas vivre. On ne nous laisse pas vivre. C'est écœurant, aberrant. Rapidement, la classe politique réagit et s'indigne jusqu'au plus haut sommet de l'État. Sur place, Jean-Pierre Raffarin a appelé à une extrême sévérité. L'ensemble des forces du pays seront mobilisées pour que les criminels qui se livrent à de tels actes puissent être rapidement arrêtés et sévèrement punis. Des traces d'hydrocarbures auraient été retrouvées dans les décombres. Un long travail d'analyse commence pour la police scientifique. En Grande-Bretagne, les enquêteurs privilégient la piste du tueur en série après le meurtre d'une jeune Française à Londres, frappée à la tête jeudi soir alors qu'elle traversait un parc de la capitale pour rentrer chez elle. Un scénario apparemment identique à d'autres agressions. Les policiers sont à la recherche du moindre indice. Les parents de la jeune étudiante sont arrivés sur place. Claude Sampère, Dominique Marotel. Ils sont arrivés en tout début d'après-midi, à l'endroit même où Émilie a été agressée. Le père d'Émilie, sa mère, sa sœur aînée et un ami de la famille. La police anglaise les a laissés se recueillir, seuls, pendant plus de 30 minutes. Une épreuve extrêmement difficile. Émilie Delagrange avait 22 ans, originaire d'un petit village de l'Oise. Elle était venue apprendre l'anglais à Londres et elle a été agressée jeudi dernier dans ce parc de Twickenham. Victime de graves blessures à la tête, elle est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital. Un meurtre qui rappelle aux policiers d'autres affaires. En février 2003, une jeune femme, Marsha McDonnell, a également été tuée dans le secteur. Elle aussi avait de graves blessures à la tête. Dans un rayon de 3 miles, environ 5 km, 2 autres femmes ont également été agressées.
La police aujourd'hui se demande si elle n'aurait pas affaire à un tueur en série qui frapperait à chaque fois avec un marteau. Nous cherchons les liens éventuels avec les autres agressions. On doit tout vérifier, nous explique le chef des enquêteurs. Ce nouveau meurtre à Twickenham soulève une émotion considérable. De nombreux habitants du quartier sont venus spontanément déposer des fleurs. C'est pour elle, nous dit cette femme. Je ne la connaissais pas, mais je pense beaucoup à elle. Pour le moment, la police reste très prudente sur l'hypothèse d'un tueur en série. Elle vérifie point par point les liens possibles entre le meurtre d'Emily et les affaires précédentes. La police note d'ailleurs déjà une différence importante. Le sac et le portable d'Emily ont disparu. Dans les agressions précédentes, il n'y avait eu aucun vol. Mortel accident près de Bourges. Un automobiliste a fauché 3 personnes d'une même famille. L'enfant de 10 ans et ses parents n'ont pas survécu. Le conducteur a d'abord pris la fuite. Il a été interpellé aujourd'hui. L'alcool serait sans doute à l'origine de l'accident. Gilles Marinet, Vincent Ferreira. Tout près de Bourges, une voie départementale en pleine nature. Quiétude trompeuse. Ici, précisément, une famille a été fauchée par une voiture. Ils vivaient à quelques centaines de mètres dans cette ferme. Leur plaisir en fin de journée, une balade en vélo. 21h30 samedi soir, ils prennent la route, mais dans leur dos, une voiture, le choc. Les riverains ne sont pas vraiment surpris, ils le savent, cette route est extrêmement dangereuse. Je suis obligé d'être prudent parce que moi je ressors que quand c'est que je vois la ligne droite, qu'il n'y a aucune voiture. Pourquoi elle roule très vite? Ça roule vite. Et surtout sur ce sens-là. Ce sens-là, on n'a pas de visibilité et ça c'est mortel. Je sais pas, il y en a qui passent à 140, 160 ici. Hein. Le chauffard abandonne sa voiture et s'enfuit à travers champs. La mère de famille est morte sur le coup, son mari décède à l'hôpital de Bourges, leur fils à celui de Tours. Seule une fillette de 12 ans a survécu. À 5 h du matin, le fuyard est arrêté, c'est un habitant du village. 8 heures après les faits, son taux d'alcool dans le sang dépassait encore 1 gramme. Avec 10 jours d'avance, la rentrée scolaire à partir de demain lundi pour les élèves et les instituteurs qui pratiquent la semaine de 4 jours. Ils reprendront le chemin de l'école progressivement selon les régions. Une rentrée anticipée qu'ont choisi volontairement parents et enseignants. Dernier préparatif, Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Valentin et Clément sont apportés leur boîte de jeux et pourtant ils viennent en classe en plein mois d'août. Pour accompagner leur maman, institutrice dans cette école primaire, pour eux trois, les vacances sont presque terminées. La rentrée scolaire commence dès le début de la semaine à venir. Alors c'est reparti là? Eh oui, deuxième journée déjà. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est pas l'école là. Non, c'est la préparation des classes, la mise en place de la nouvelle classe qui va s'ouvrir, tout un tas de petites bricoles administratives et puis scolaires. 6 semaines de vacances estivales seulement, à cause de la semaine de 4 jours, une rentrée anticipée qui malgré tout fait des heureux. Je suis un des premiers et aussi c'est bien de travailler parce que ça nous aide à avoir notre métier. Donc là c'est cette salle-là qui va nous concerner. Accueil du nouveau personnel quelques jours avant la rentrée des instituteurs demain. Cette école rurale du Maine-et-Loire est l'une des premières à rouvrir en France. Comme dans une trentaine d'autres communes de ce département, parents d'élèves, mairies et enseignants ont opté pour les 4 jours, un rythme jugé moins fatigant et plus adapté au travail en classe. On rentre plus vite dans les apprentissages, les nouveaux apprentissages. Donc c'est la perte de connaissances qui a lieu en général pendant les grandes vacances qu'on ne vit pas ici à la semaine de 4 jours. Cette solution a permis de régler définitivement le cas de l'absentéisme du samedi matin. Mais pour l'école, c'est aussi une manière de s'adapter à la vie des familles. On a une majorité de parents qui ne travaillent pas le samedi matin. Donc effectivement, eh bien, ils profitent pleinement de leur week-end. Et puis pour les enfants qui ont des parents séparés, ils passent vraiment un week-end entier avec l'autre parent. Ici, depuis 7 ans, la semaine de 4 jours est soumise au vote et chaque année, elle est reconduite à l'unanimité. Ces semaines aménagées avec des après-midi ou des journées libres concernent uniquement les écoles primaires. Ces établissements adaptent leur emploi du temps mais fournissent le même nombre de jours d'école. Ce système est pratiqué par un quart des écoles primaires en France. Nabila Tabouri, Nicolas Luizet. Maïeh Chazlo et son école en août 2003. Comme chaque année et depuis près de 10 ans, ce petit village de Haute-Saône inaugure la rentrée des classes. Mais demain, ils ne seront plus les seuls. Au total, près d'1 300 000 élèves sur 14 millions reprendront le chemin des cours avant le 2 septembre pour cause de semaines de 4 jours. Ce rythme, instauré il y a 13 ans, concerne 15 000 écoles primaires sur 60 000.
Le principe, des mercredis et des samedis sans école, compensés par des vacances scolaires plus courtes. Les avantages, vie familiale facilitée, économie sur le budget des communes en charge des écoles primaires. Pourtant, la semaine de 4 jours n'a pas que des adeptes. Nombreux sont ceux qui notent qu'après 2 jours de coupure intégrale, eh bien, la remise en route dans le travail est longue le lundi, que le samedi matin, cette demi-journée qui a été supprimée, était souvent un temps de révision, un temps de travail différent avec les élèves, qu'il n'existe plus. Les pédagogues préconisent plutôt un aménagement de la journée, autrement dit, aborder les matières fondamentales lors des pics d'attention de l'enfant, en fin de matinée et en milieu d'après-midi. En Irak, les affrontements ont repris à Nadjaf autour de la mosquée, des affrontements violents entre les miliciens chiites et les troupes américaines. La nuit dernière, plusieurs raids aériens ont eu lieu. On est loin d'une sortie de crise. Les partisans de Moqtada Sadr ne sont pas décidés à quitter ce lieu saint, comme le demande le gouvernement intérimaire irakien depuis plusieurs jours. Et c'est probablement en partant pour Nadjaf que 2 journalistes français ont disparu. Georges Malbruno du Figaro et Christian Chesneau de RFI n'ont plus donné de leurs nouvelles depuis près de 3 jours. L'ambassade de France est mobilisée, les recherches se poursuivent. L'hypothèse de l'enlèvement est plausible. Cesare Battisti, l'ancien militant d'extrême gauche italien, ne s'est pas présenté hier à la police alors qu'il est sous le coup d'une procédure d'extradition vers l'Italie et soumis au contrôle judiciaire. Pour son avocate, il s'agirait d'une défaillance momentanée. Son état psychique étant inquiétant, Cesare Battisti pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Ceci nous amène à la grande fête populaire qui se déroulera à Paris mercredi prochain pour marquer le 60e anniversaire de la Libération et plus précisément la date anniversaire de la capitulation allemande dans la capitale. Jérôme Savary organise cet immense spectacle vivant, 1500 acteurs et Mireille Mathieu qui chantera « Paris est en colère », les dernières répétitions, Thomas Rambaud, Fabrice Dujardin. Apparemment, un problème de diffusion sur ce sujet, nous y reviendrons plus tard. Partons en politique. Tous les deux sont députés socialistes, tous les deux ont un vrai tempérament et l'habitude de dire quelques vérités. L'un publie un livre consacré à la réforme des institutions, c'est Jack Lang. L'autre, Arnaud Montebourg, fait l'objet d'une biographie qu'il qualifie de roman. Aujourd'hui, lors de la traditionnelle fête de la Rose, ils se sont retrouvés sur la nécessité de changer le régime politique de la France et ont évité la question européenne. Émilie Lançon, Thierry Breton. La fête de la Rose donne le là de la rentrée politique pour les socialistes. C'est clair, cette année l'humeur est joyeuse et combative. Jack Lang, invité d'honneur, ne dit pas autre chose. Résistance aux mauvais coups du gouvernement qui vont se multiplier contre les services publics, contre la situation sociale et espérance en un changement à venir dans les années qui viennent. Voilà 32 ans que les socialistes se retrouvent autour du traditionnel saucisson patate lentille. Mais depuis mars dernier, la Bourgogne, comme la quasi-totalité des régions, est à gauche. De quoi donner des ailes aux socialistes qui veulent carrément instaurer une 6e république. Nous sommes tous d'accord pour faire la révolution. Il ne reste plus maintenant qu'à choisir le régime. Oui, enfin, tous d'accord pour la révolution, pas tout à fait quand même. Non, ce qui est certain, et je crois que maintenant c'est inévitable, franchement inévitable, il faut changer le régime politique français. Pas un mot en revanche, ni dans les discours, ni en interview, sur le référendum sur la Constitution européenne. Les militants croient savoir pourquoi. Peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord, je ne sais pas. Jack Lang en effet est pour, Arnaud Montebourg lui contre. Mais rien aujourd'hui ne devait gâcher la fête. Le débat sur la Constitution européenne devrait commencer la semaine prochaine à l'université d'été de La Rochelle. Les commémorations de la libération de Paris. Aujourd'hui, cérémonie en hommage aux 35 jeunes résistants fusillés au bois de Boulogne. Ceci nous amène à la fête populaire qui se déroulera à Paris mercredi prochain pour marquer donc ce 60e anniversaire de la libération et plus précisément la date anniversaire de la capitulation allemande dans la capitale. Jérôme Savary organise un immense spectacle vivant. 1500 acteurs, Mireille Mathieu qui chantera Paris est en colère. Les toutes dernières répétitions, Thomas Rambaud, Fabrice Dujardin. Paris aux couleurs des années 40. Ici, tout est d'époque, ou presque. Les couleurs, les tissus et les coiffures.
Je peux garder le cheminée qui est sur le dos, ça va ça. Même les militaires ont revêtu les uniformes de ces années-là. Voilà, vous avez mon âge il y a 60 ans. Exactement. Avec les coques et tout, exactement pareil. Ah, c'est super. Déroulé tenue, tour solo. Ils sont 1000 bénévoles sur les planchers de l'hôtel de ville de Paris à revoir les pas de cette danse à la mode aux États-Unis en 1945, le swing. Des danseurs pour la plupart débutants qui seront associés au spectacle de Jérôme Savary, Liberté Liberty. La libération de Paris, ça n'a pas seulement été un acte militaire, un acte héroïque, mais ça a été aussi un acte culturel. Parce que les Américains avec eux n'ont pas seulement amené les bas nylons et le chewing-gum, mais ils ont amené le swing. Le 25 août prochain, les danseurs quitteront les ors de l'hôtel de ville pour les rues de Paris. 2 colonnes traverseront la capitale, l'une aux accents du musette, l'autre au rythme du swing. Elles se rejoindront place de la Bastille pour un grand bal populaire. J'ai appris à danser justement dans les bals clandestins, dans les vieilles granges, dans les trucs comme ça, pendant la guerre. À travers Paris, ça va être sympa de traverser toutes les rues en se disant qu'il y a 60 ans, on a fait pareil. Ce soir-là, Paris fêtera ses libérateurs et rendra hommage aux 2000 partisans tombés pour sa libération. En cette fin de vacances, c'est l'heure des bilans. Un tourisme en demi-teinte cette année, même si Paris reste en tête des destinations. L'INSEE annonce déjà un mois de juillet morose avec une sévère baisse des fréquentations dans les hôtels en juillet. Séverine Lebrun, Nicolas Luizet. Il y a la version plutôt classique, les cadrages un peu plus acrobatiques ou les adeptes du numérique. Paris a été cette année au centre de tous les objectifs. C'est une ville magnifique. Je suis venu il y a 20 ans quand j'étais étudiant et on est revenu pour montrer la Tour Eiffel aux enfants. Paris, c'est une ville pour les amoureux, voilà. On a décidé de venir ici. Plus 8% de fréquentation touristique. Les Japonais, mais surtout les Américains, sont de retour. On n'a plus aucun problème avec la France. Dans le reste de la France, le bilan est plus mitigé. À quelques kilomètres de Lacanau, par exemple, cet hôtelier se désespère. Et voilà, on a des chambres, on est le 22 août, 9 chambres comme ça, c'est-à-dire des chambres prêtes pour attendre nos touristes qui ne viennent pas. Moins 16% de fréquentation dans les hôtels et des touristes qui dépensent de moins en moins. Les séjours sont beaucoup plus courts. Et la consommation au restaurant est différente. Les gens ne mangent plus le midi et le soir. Sur la côte méditerranéenne, il y avait aussi beaucoup de places libres. En cause, la crainte d'une nouvelle canicule, mais surtout des tarifs réputés élevés. Le résultat est sans appel, moins 11% de fréquentation en Provence-Alpes-Côte d'Azur, moins 18% en Corse. Les touristes se sont tournés vers d'autres destinations méditerranéennes, comme ici la Croatie ou encore la Tunisie et l'Espagne, qui proposent des vacances ensoleillées à des tarifs qui font rêver. Rien à voir avec les dents de la mer, mais un sujet de conversation qui n'est pas prêt de s'éteindre. La plage de Bormes-les-Mimosas a été fermée hier. Au large, un banc de requins bleus. Les patrouilles nautiques ont repris ce matin. Yannick Aroussi, Christophe Larocca. Lorsque Gérard Ifrig revient nager ce matin au large de la plage de Cabasson, il espère revoir le magnifique spectacle d'hier après-midi. Une quinzaine de requins bleus à 400 mètres de la côte. En nageant, c'est vrai que j'ai vu sur un fond d'à peu près 10 mètres ces ombres. Alors j'étais surpris sur le coup, je me suis arrêté de nager. Puis je suis un peu descendu en apnée sur 3 à 4 mètres de profondeur. C'était bien des requins. Gérard prévient les pompiers du centre de secours. A priori, le requin bleu n'attaque pas l'homme, mais le principe de précaution est appliqué. Pour assurer la sécurité, il fallait donc impérativement interdire momentanément l'accès à la plage, c'est tout, on n'a pas fait autre chose. Ces eaux turquoises abritent-elles encore les requins ce matin? Pour le vérifier, sapeurs-pompiers et policiers municipaux patrouillent dans la crique. Nous, on a fait une petite reconnaissance et apparemment, les animaux sont partis. La flamme verte est donc hissée, la baignade autorisée pour le plus grand plaisir des vacanciers. Je ne serai pas inquiète. Ça ne vous empêchera pas de nager aujourd'hui un peu loin? Du tout, du tout. Et en plus, je ferai du sous l'eau.
Les abords de la résidence présidentielle de Brégançon semblent donc débarrassés de ces hôtes encombrants. Les requins nagent habituellement au large, mais sait-on jamais, les patrouilles vont se poursuivre. Dans une semaine se termineront les Jeux Olympiques, l'occasion pour nous à mi-chemin de faire un premier bilan, une semaine en or pour la natation et l'escrime français. En revanche, plus d'inquiétude pour le judo et l'athlétisme. Une image en tout cas nous restera en tête, le superbe sourire de Laure Manoudoul, la nouvelle vedette de la natation française. Nicolas Gay. Athènes en a fait sa reine. Elle n'a que 17 ans et déjà le plus grand palmarès de la natation française. Cette semaine, Laure Manoudoul est rentrée dans l'histoire en devenant championne olympique du 400 mètres nage libre. Elle décroche aussi l'argent et le bronze. En tout, la natation française remporte 6 médailles. Ça faisait 52 ans qu'on n'avait pas eu de médaille d'or, ça faisait 52 ans qu'on n'avait pas ramené tant de médailles. On peut dire que le bilan général est un bilan excellent. Dans le sillage de Manoudoul, la natation française s'est offert un bain de jouvence. En décrochant l'argent hier, Malia Metella a conclu une semaine historique pour les nageurs tricolores. L'escrime française peut sabrer le champagne. 6 médailles, autant qu'à Sydney. Des victoires écrites dans la douleur. D'abord, Damien Touillat. Malgré sa blessure, il offre le titre olympique aux sabreurs français. Et puis, Maureen Nissima. Contrainte à l'abandon, elle cède sa place à Sarah Daninte, qui permet aux Françaises de décrocher le bronze. 5 médailles, dont 3 en or. Cette semaine, les courants ont été favorables à l'équipe de France. En canoë-kayak, Tony Estanguet conserve sa couronne de Sydney. Benoît Péchier monte lui aussi sur la plus haute marche du podium pour ses premiers jeux et ses premières larmes. L'aviron n'est pas en reste. En deux de couple, Hardy et Vieilledans se couvrent d'or. Pour le judo français, ce devait être une odyssée. Ce fut la Bérésina. Une médaille contre 6 il y a 4 ans. À part Jocinet, le bilan est catastrophique. C'est le plus mauvais résultat depuis 1976. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est définitif? Donc on va faire une analyse au sein de la Fédération française judo pour savoir s'il y a des choses à refaire, à revoir. Autre grande désillusion, l'élimination de celle que l'on attendait tous sur 100 mètres, Christine Aron. La Française a des bleus à l'âme et l'athlétisme tricolore se prépare à vivre l'une des semaines les plus tristes de son histoire. Et on retiendra également de cette journée ces images, ces temps forts avec Florent Gautreau. Les ongles les plus célèbres de l'athlétisme sont tombés après 10 mètres de course. Énorme sensation dans la 6e série du 100 mètres haie. Gail Devers, touchée au mollet gauche, a fini sa course sous la première haie. L'américaine, favorite de l'épreuve, laisse la victoire et la qualification à une Française, Rena Florocori. Marathon mythique et dramatique. Au 36e kilomètre, l'une des grandes favorites, Paula Radcliffe, abandonne. La recordwoman du monde de la discipline craque après 2 heures de course. Poussée par le public, elle tente de repartir, mais elle n'y arrive pas. Et devant, Noguchi s'échappe malgré un incident rarissime. Le bus qui transporte les photographes de presse ralentit et gêne la japonaise. Ce qui n'empêche pas Noguchi de remporter le marathon féminin devant la Kenyane Dereva dans le magnifique stade de Panathinaiko. Mais l'histoire retiendra aussi que le stade d'Olympie, berceau des Jeux, a célébré une championne dopée. La Russe Korzanienko avait remporté l'épreuve de poids mercredi dernier, mais elle a été contrôlée positive et devra rendre sa médaille d'or. Elle est la première championne olympique à être démasquée depuis le sprinter canadien Ben Johnson aux Jeux de Séoul. Moins grave et plus cocasse, la mésaventure survenue à Matthew Emmons. Alors qu'il était en tête de l'épreuve de carabine 3 positions 50 mètres, l'Américain se trompe de cible. Pendant plusieurs minutes, les juges cherchent à comprendre où sont passées les balles du tireur. Il s'est en fait trompé de cible et a tiré sur celle du concurrent d'à côté, l'Autrichien Planner. Les juges lui infligent un 0 pointé. Emmons rétrograde à la 8e place et laisse le titre olympique au Chinois Zambo, tout heureux de la bourde de l'Américain. Parmi les équipes olympiques, il en est une qui a une place toute particulière. Il s'agit de l'équipe irakienne. Toute une nation vibre autour de ces athlètes et on imagine leur joie après la victoire de l'équipe nationale de football qui s'est qualifiée pour la demi-finale en battant l'Australie. Bernard Lebrun. Moins connu que le drapeau, l'hymne, les supporters, les joueurs et l'entraîneur sont irakiens. Si le coach, un sunnite du triangle de Tikrit, a conservé ses moustaches à la Saddam Hussein, les joueurs, eux, sont à majorité chiites, mais aussi kurdes, turkmènes, chrétiens et sunnites. Bref, une parfaite représentation de la mosaïque irakienne.
Et une Irak qui gagne. 63e minute samedi soir sur le stade de Patras. Corner en faveur des Irakiens. Eman Mohamed, 22 ans, déjoue la vigilance du gardien australien d'un superbe coup de pied retourné. Une bicyclette signée de cet avant-centre exilé qui joue dans l'équipe du Qatar. Sur les bancs, l'entraîneur jubile. À Bagdad, c'est l'explosion. Une explosion de joie pour une fois. Nous sommes très heureux pour le peuple irakien. Nous avons gagné la partie contre l'équipe australienne. Et pour une fois dans les rues de Bagdad, la manifestation n'était pas une protestation, mais des cris de victoire pour cette qualification inespérée en demi-finale. Quant aux éliminés, les Australiens, membres de la coalition américaine, ironie de l'histoire, ce sont eux qui, le 8 août dernier, ont embarqué les joueurs irakiens casqués de Bagdad pour les transporter à Athènes. 12 ans que l'Irak s'y applaudit le jour de la cérémonie d'ouverture n'avait pas participé aux Jeux Olympiques. 44 ans que le pays n'a pas gagné une médaille. Le football offre une sérieuse chance à l'Irak grâce à ses demi-finalistes qui rencontreront mardi à Thessalonique l'équipe du Paraguay. Mais voilà, l'histoire retiendra surtout qu'en Irak, en 2004, pendant les Jeux d'Athènes, aucune trêve olympique ne fut observée ni par les uns ni par les autres. Et en direct d'Athènes, nous retrouvons tout de suite l'équipe de France d'escrime. Médaille d'or, donc, il y a quelques instants. Hugo Bry, Jérôme et Fabrice Janet, Eric Boisse, bravo bien sûr à tous. Vous portez haut les couleurs de la France. Vous venez de monter sur le podium. Qu'aviez-vous à l'esprit en écoutant la Marseillaise ? Une joie immense et ça fait toujours plaisir de l'entendre, mais pour moi c'est sûrement la dernière fois que je l'entends en tant que tireur et c'est le top, quoi. Je comprends pourquoi il y a autant d'athlètes qui veulent faire les Jeux et les gagner, surtout pour entendre ça. Alors en effet, cette médaille vous la vouliez particulièrement car cette finale a une importance toute singulière pour vous. Ouais, c'est vrai qu'il y a 4 ans j'étais sur un échec, là je suis reparti pour 4 ans pour avoir cette médaille d'or et puis elle est enfin là. Et c'est génial, quoi, mais je pense aussi aux gars qui avaient fait 2 il y a 4 ans, Jean-François Di Martino et surtout Eric Strecki qui était hyper ému tout à l'heure parce que cette victoire c'est la victoire de tout un groupe. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Vous avez donc battu la Hongrie et votre équipe avait le mental de gagnant, vous vouliez cette médaille plus que tout? En fait on était venu ici pour l'or et la médaille d'argent aurait été une déception. Après ça n'a pas été facile mais faut se battre et en fait ce qui fait la force de notre équipe c'est qu'on n'est pas seulement 4, c'est qu'on est tout un groupe et ça je remercie tous les gars de l'INSEP, tous les entraîneurs et tous les gens qui nous supportent tout au long de l'année parce qu'on n'est pas forcément très facile à vivre. Je sais en tout cas que vous avez tous porté les couleurs de la France très haut. L'escrime a fait de très belles performances. À qui dédiez-vous cette médaille ce soir? À ma fille qui m'a vu pleurer avec vos caméras, qui m'a vu pleurer parce que j'étais content et je veux lui dire que je lui fais un gros bisou, qu'elle me manque et quand papa il va revenir à la maison, il te donnera cette médaille d'or parce que tu l'as mérité aussi, voilà. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions et bravo une nouvelle fois, bravo à tous. Du cinéma à présent, pas toujours facile de vivre en couple, un sujet universel qui a inspiré Yvan Attal. Il dirige Charlotte Gainsbourg. Ce film s'appelle Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Marie-Jo Join et Patrick Voix ont rencontré le réalisateur et sa muse qui vivent ensemble depuis 8 ans. Couple à la ville, couple de cinéma. Pour la deuxième fois, Yvan Attal dirige Charlotte Gainsbourg dans une histoire qui, contrairement au titre du film, n'a rien d'un conte de fées. Celle de 3 copains quadragénaires qui n'ont pas encore trouvé le mode d'emploi pour vivre heureux et en couple. T'es le plus heureux des hommes, toi, hein? Ah ouais? Ah ouais. Tu fais quoi ce soir? Je rentre à la maison. Et toi, tu fais quoi? Je rentre à la maison. Ben moi aussi, je rentre à la maison. Seulement moi, il n'y a personne qui m'attend. Quand je vais voir des films avec mon fils, qu'on lui lit des histoires ou quoi, ça se termine toujours par ce genre de choses. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Et je réalise que depuis qu'on est enfant, on nous fait croire que le but à atteindre, c'est celui-là, c'est ça le bonheur. Et ce qui est probablement vrai,
mais c'est pas si évident que ça. Je voudrais savoir. Au centre de l'histoire, Vincent et Gabrielle. Il l'aime, mais il la trompe. Elle ne dit rien, petits arrangements avec la vie. Pourquoi je sais tout? Je sais tout. Je sais tout. Yvan Attal s'est attribué le rôle du mari. Charlotte, il la connaît bien, même si elle ne s'identifie pas vraiment avec le personnage. Ils savaient tout, ils savent tout, nous savons, vous savez. Arrête, je te dis. Je savais, nous sachions que... J'avais pas envie de penser à moi dans ce modèle de couple, évidemment, vu qu'elle traverse une période de crise. Mais effectivement, on peut tous se reconnaître dans tous les personnages, en fait. À l'opposé, un couple explosif, à l'image des acteurs qui l'interprètent, Alain Chabat et Emmanuel Seigné, comme on ne l'avait jamais vu, une surprise. Arrête de gueuler, putain! Et arrête la boxe, on va croire que c'est moi qui te tape dessus. Le rôle était marrant. On m'a jamais donné ça à faire. On m'a toujours vu d'une manière un peu mystérieuse, un peu énigmatique. Et là vraiment, je suis pas. Ouais, et je suis vraiment pas mystérieuse. Si elle sait, c'est qu'elle dit rien. Un film miroir qui réserve une autre surprise, la présence d'une star américaine dont nous tairons le nom, un séduisant romantique amoureux de la belle Charlotte. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 avec bien sûr les Jeux Olympiques d'Athènes.